ce palmarès, on a constitué au sein de la tribune une équipe de France où on a traversé toutes les métropoles durant cette année 2022. Et j'appelle justement pour cette équipe qui a été au fil des mois à la rencontre de toutes les métropoles et de toutes les villes. J'appelle Olivier Landel, directeur général de France Urbaine et de l'agence France Locale, Sébastien Daziano, directeur de la stratégie innovation de Veolia, et le professeur Carlos Moreno. Sous vos applaudissements. Olivier, merci d'être avec nous. Comme je disais, on a démarré ce Tour de France des enjeux de la décarbonation par Bordeaux. On était à Bordeaux ensemble, c'était au mois de juin dans la métropole. Et puis au fil des mois, on a pu aller dans toutes les villes de France. Peut-être quelques mots, bien sûr, rappeler ce qu'est France Urbaine et également l'agence France Locale. Et puis comment tu as vécu ce parcours avec la tribune avec nous? Merci Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors France Urbaine, c'est l'association qui regroupe, j'allais dire les intérêts, mais également les envies et les travaux de toutes les villes de plus de 100 000 habitants en France, les 22 métropoles, les 14 communautés urbaines, les grandes agglomérations de plus de 250 000 habitants. Et puisque nous sommes en Île-de-France, n'oublions pas les établissements publics territoriaux du Grand Paris qui participent à nos travaux. Donc c'est ça France Urbaine, et sa présidente s'excuse, c'est Joanna Roland, et son premier vice-président Jean-Luc Moudinque, qui ni l'un ni l'autre aujourd'hui n'ont pu venir. Il me semble que les conseils métropolitains sont toujours prioritaires par rapport à tous les colloques qu'on peut bien imaginer, malheureusement. Il y a une très bonne interview de Joanna Roland. Tout à fait. Il y a 2 jours sur la tribune.fr. Alors, ça a été dit à plusieurs reprises dans la matinée. Le terme revient régulièrement. C'est à la fois dans nos grandes villes que se situe l'essentiel des problèmes, mais donc l'essentiel des solutions. Donc je ne vais pas le reprendre, mais je pense qu'il y a un des mots importants, c'est que, comment je vais dire ça? Je pense que la prise de conscience, on est bien au-delà de la prise de conscience dans les grandes villes. On est dans l'action. Les prix, d'ailleurs, vont le montrer. On est dans l'action. Je pense qu'il n'est peut-être pas temps de nous former à ces enjeux. Il est peut-être, par contre, temps de former encore plus qu'aujourd'hui les décideurs nationaux à ce que sont les collectivités locales, à leurs règles de fonctionnement, à leur mode de financement, etc. Et peut-être je suis déformé par mon autre casquette que tu as citée de directeur général de l'agence France Locale, la banque qui a été créée par les collectivités locales, mais aussi peut-être déformé par mes anciennes fonctions ou par l'actualité de la loi de finances en ce moment ou de la loi de programmation. Je pense qu'on n'est pas à la maille au niveau du financement. Je discutais hier avec Antoine Peillon, qui est le secrétaire général qui est en charge de la planification, et on faisait le même constat. On va avoir besoin de 50 milliards, 50 à 60 milliards d'euros par an, tout acteur confondu. Et dans les 50 à 60 milliards, il y en a 12, on l'a chiffré avec I4CE, qui incombent nécessairement aux collectivités locales. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment ça va être financé. Donc je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Paul Simondon, mais j'insiste beaucoup là-dessus. La question du financement, de la manière de financer les choses, elle est quand même très importante. Parce que ce que l'on fait déjà bien, c'est toujours améliorable, c'est faire travailler les gens ensemble, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est fédérer les acteurs, et c'est forcément au niveau local que c'est le plus efficace que de le faire. Mais s'il n'y a pas les moyens financiers, on ne va pas y arriver. Alors justement, je donne rendez-vous à Olivier Landel, puisque tout à l'heure, le ministre de la Transition écologique sera avec nous en clôture à 18 h, et notamment, il répondra à un certain nombre de questions sur les enjeux en termes de territoire et de collectivités locales. Sébastien Daziano, merci d'être avec nous. C'est de nature et de tradition que Veolia est notre grand partenaire de ce palmarès. On est le 8 décembre, la journée mondiale du climat. On a entendu Anne Hidalgo tout à l'heure dire que les solutions, les problèmes sont concentrés dans les grandes villes, mais c'est aussi là où on trouve les solutions. Comment finalement vous aidez, vous accompagnez nos maires qui ont bien besoin de solutions aujourd'hui dans leur territoire? Alors, je rebondis sur le sondage qui a été présenté, puisque ce qui me semble très intéressant, c'est que les Français sont convaincus qu'il faut agir, sont convaincus que le coût de l'inaction est plus élevé que si on ne fait rien. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on voit bien qu'il y a un taux de confiance très important dans les entreprises, dans l'État, dans les collectivités locales, d'ailleurs à peu près au même niveau. Et donc on voit bien que c'est en permettant à tous ces acteurs de travailler ensemble qu'on va pouvoir déployer de manière
massive et industrielle les solutions écologiques qui existent, avec évidemment des questions, je rejoins France Urbaine, de financement et surtout de capacité à travailler dans la durée, parce que dans nos métiers, il faut qu'on ait de la visibilité pour investir et pour déployer de manière durable ces solutions écologiques. Donc c'est vraiment ça la priorité. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, les villes sont des acteurs majeurs. Et donc là, il y a vraiment un travail, je dirais, plus étroit qui doit se faire entre les grandes entreprises et les élus locaux. Et Veolia, bien évidemment, il prendra toute sa part. Merci Sébastien Dazeno de tenir. On va vous retrouver dans quelques instants puisque vous remettrez un prix tout à l'heure à justement un territoire qui s'est distingué en matière d'innovation. Carlos Moreno, comme je disais, c'est un petit peu l'équipe qui a, on va dire, traversé toutes les métropoles et les villes durant cette année 2022. On a recueilli cette année toujours de beaux dossiers. C'est là où on voit quand même les maires, beaucoup de maires audacieux qui ont de l'engagement, qui ont de l'envie. Je le dis souvent, nous on aime bien la tribune les maires parce que c'est un petit peu les piliers de la République et on a besoin d'eux justement dans une démocratie quelquefois qui s'étiole. Ce sont eux qui sont en première ligne, ce sont eux qui défendent notre démocratie. Donc c'est bien quelquefois aussi de les critiquer, de les contester, mais c'est bien aussi de savoir les récompenser comme des vrais sportifs. Carlos, beaucoup de dossiers et bien sûr l'implication de la chaire ETI, la Sorbonne, dans laquelle on a pris du temps pour les étudier. Merci à toi Carlos. Eh bien, merci Jean-Christophe, et c'est un plaisir de partager avec Olivier et Sébastien. Je voulais dire Christian, Sébastien. Et ce moment, et merci également à toutes et à tous d'être présents. Je voulais juste dire, Jean-Christophe, que on prend beaucoup de plaisir donc avec la Tribune, qui est le partenaire média de la chaire ETI depuis sa création. Ça commence à faire un bon bout de temps. Et que ces visites, quand nous plongeons dans la vie de métropole, des villes partout en France, on a aussi une université d'été que nous faisons également donc au mois d'août, et réconfortant puisque cette année en particulier 2022, c'est une année des sorties du Covid, mais malheureusement au milieu d'une crise qui a démarré en février avec les crises énergétiques liées à l'attaque de la Russie en Ukraine. Et j'ai souvent à dire qu'on ne peut pas considérer que les maires ou présidents de métropole soient des courroies des transmissions entre le pouvoir central, étatique et les citoyens. Moi, j'ai dit que les présidents des métropoles et les maires sont des acteurs à part entière. Et ce n'est pas une courroie parce qu'ils n'ont rien à transmettre. Ils portent en eux les valeurs républicaines, des libertés, égalité, fraternité. Ils se battent au quotidien face à toutes les crises que nous avons aujourd'hui, la crise climatique qu'on a vue, la crise du Covid avec toutes les conséquences et les crises énergétiques, mais également ils doivent se battre pour, auprès de leurs administrés, œuvrer pour changer la mentalité des citoyens et pour avoir une acceptabilité sociale des profondes mutations que nous devons faire. Et ce n'est pas toujours facile. La maire de Paris le disait ce matin en ouverture. Et donc, c'est un travail où il faut, d'une part, amener les citoyens à changer leur mode de comportement. C'est qu'ils sont habitués à un certain mode avec la voiture individuelle, les gaspillages d'un certain nombre de ressources ne sont pas toujours enclins à les faire. Et d'autres qui voudraient aller très, très vite. Et parfois, c'est toujours pas possible. Donc, il faut trouver un chemin là-dessus. Donc, la chaire ETI est tout simplement heureuse de se joindre à ce travail pour anticiper nos mutations, pour anticiper de nouvelles idées, pour proposer également des paradigmes. On l'a vu ce matin lors des discussions avec David Dicarder, Territoire de la demi-heure, qui sont des outils qui aident aussi les présidents de métropole et les maires, hommes et femmes, à éclairer ces nouveaux chemins. En tout cas, merci pour tous vos dossiers et ça sera un plaisir de remettre les prix tout à l'heure. Merci Sébastien, merci Carlos, merci Olivier. On se retrouve tout à l'heure. On va démarrer par justement le premier prix. Rejoignez votre siège et on va démarrer par le premier prix, la catégorie logement. Alors, pour la catégorie logement, donc comme l'a dit Carlos Moreno, beaucoup de dossiers, c'est jamais facile de choisir, mais cette année, il y a un prix qui s'est distingué et j'appelle justement le remettant Pierre Aoun, qui est le directeur général du groupe LP Promotion, et le lauréat de cette année, c'est Pierre Urmic de la ville de Bordeaux.
Alors, tout d'abord, merci Pierre Aoun. Vous êtes le directeur général de LP Promotion. Nous, on aime bien LP Promotion parce que c'est un petit peu comme dans l'ADN de la tribune. Vous êtes très territoire. C'est un petit peu cette vision girondine, en tout cas de la manière dont vous faites votre travail et votre activité d'acteur du logement et de l'immobilier aux côtés des maires. C'est vrai, merci Jean-Christophe de nous recevoir. On aime à t'accompagner, on est promoteur des territoires comme tu l'es avec la tribune. Voilà, donc ça me fait extrêmement plaisir de vous remettre ce prix, monsieur le maire. On travaille sur les territoires, on travaille de manière très locale un petit peu partout en France. On aime accompagner le changement climatique comme le fait le monsieur le maire à Bordeaux. On investit dans les entreprises, on investit pas pour faire des projets emblématiques, mais aussi et surtout pour faire évoluer des filières. Ça me tient à cœur. Et puis on participe beaucoup à la vie des territoires, à la vie des collectivités. On les accompagne en tant que promoteur et gestionnaire dans la durée. Voilà, et donc j'ai beaucoup de plaisir, monsieur le maire. Peut-être que tu vas, Bien sûr. Christophe. Alors justement, le dossier qui a convaincu les membres du jury, Carlos, au sein de la Chaire-ET de la Sorbonne, c'est justement sur le manifeste pour un urbanisme frugal. Pierre Hermic, on en a parlé aussi dans la tribune, on a parlé de cette initiative assez originale, assez singulière que vous avez portée. Peut-être justement, voilà. Merci. Merci d'abord pour l'attribution de ce prix. La ville de Bordeaux est très honorée de le recevoir aujourd'hui par mon intermédiaire. Deux mots, si vous voulez, sur ce label. D'abord, moi je suis heureux du fait qu'il illustre, je crois, assez parfaitement un peu la conclusion de nos travaux de la matinée et du sondage dont on vient de prendre connaissance. Le sondage dont on vient de prendre connaissance, il met le maire au premier plan, parmi les acteurs efficaces pour répondre aux défis climatiques. Donc, en nous dotant de ce label dont je vais parler dans quelques instants, c'était vraiment une réponse de dire, nous les maires, nous sommes en première ligne, nous devons exercer vraiment nos compétences pour trouver des outils innovants. Et ce label est un outil innovant. Deuxième leçon aussi de la matinée, c'est qu'on ne réussira la transition écologique de nos territoires, en l'occurrence de nos villes, que si on réussit, j'ai employé tout à l'heure l'expression peut-être pas très élégante, mais qui est assez significative, que si on réussit à embarquer l'ensemble des partenaires et des acteurs de la ville, les professionnels, comme il était marqué là tout à l'heure, les citoyens, enfin tous les acteurs et partenaires de la ville. Et c'est précisément ce qu'on a essayé de faire à travers ce label. On disait également ce matin, on n'y arrivera pas que par la réglementation, il faut de la réglementation, mais pas que. Et nous, c'est notre souci avec ce label. Alors, ce label qui est aujourd'hui récompensé, c'est ce qu'on appelle le label du bâtiment frugal bordelais, que l'on a mis au point en disant désormais à Bordeaux, les permis de construire déposés doivent reprendre les contraintes exposées dans ce label. Mais on l'a fait de façon très concertée, c'est-à-dire avec tous les professionnels de la construction, les architectes, la Fédération régionale des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine, qu'on a voulu vraiment embarquer avec nous pour définir les critères de ce label et puis pour définir son taux d'acceptabilité. D'abord, on était pressé de le faire, donc on ne voulait même pas attendre le prochain PLU. On s'est dit, il faut le faire avant. Donc si on veut le faire avant, ça ne peut pas être coercitif. Donc il faut que ce soit concerté et accepté. Et bon, je les remercie. On a signé un manifeste avec la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine, un manifeste dans lequel ils reprenaient ce label, les contraintes de ce label qui avait été élaboré conjointement. On a eu 10 mois de discussion entre entre la Fédération et la ville de Bordeaux. Et deux mots pour terminer, si j'ai le temps encore, hein. Une minute. J'ai noté les principales caractéristiques. Il faut que je vous dise quand même ce que contient ce label du bâtiment frugal bordelais. Je vous sens impatient de connaître le contenu. Donc, il y a 6 caractéristiques que je ne développerai pas pour ne pas être trop long. La première consiste à privilégier la réhabilitation plutôt que la construction neuve, chaque fois que c'est possible. C'est une exigence. La deuxième consiste à préserver des espaces de nature, à imposer même 25% un coefficient de 25% de pleine terre pour chaque nouvelle construction. Ensuite, troisième contrainte, être tourné vers les filières locales, c'est-à-dire des matériaux biosourcés, géosourcés, et ce dans un cercle de 200 km autour de Bordeaux. Enfin, pas encore enfin, aussi privilégier la ventilation naturelle des bâtiments, c'est-à-dire qu'ils soient bien exposés pour éviter des ventilations qui ne seraient pas naturelles, qui seraient techniques. Ensuite, associer les riverains en disant que quand un immeuble se construit, il faut que, plutôt que
un recours devant le tribunal administratif contre le permis de construire, il vaut mieux que dès le départ, les riverains soient informés et associés, autant que faire se peut, à la modification importante de leur quartier. Et enfin, sixième exigence, sixième critère, c'est privilégier la qualité de vie des occupants. Ça se fait en demandant systématiquement un espace extérieur de 10 mètres carrés pour chaque logement, de préférence des logements modulables également, en fonction du changement de génération, etc. Et voilà, donc voilà je ne veux pas être long, voilà les 6 critères qui font partie de ce label du bâtiment frugal et auxquels répondent l'ensemble des professionnels de la construction sur le territoire de la ville de Bordeaux. Voilà, je vous remercie. Merci monsieur le maire de Bordeaux, merci Pierre Hermier, merci à Pierre Aoud qui remet donc ce prix. Voilà, j'espère qu'il occupera une belle place dans votre bureau, justement, hein, monsieur le maire. Voilà. Et sachez que vous êtes là depuis ce matin, plus de 48 000 personnes à être connectées. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de Bordelais qui nous regardent en direct et qui seront très fiers que ce prix revienne à la ville de Bordeaux. Voilà, nous allons passer à la catégorie suivante. Un sujet d'actualité, on parle beaucoup d'énergie, on en a beaucoup parlé ce matin. Le prix énergie, cette année, est remis à Nicolas Maillet-Rossignol, Métropole Rouen-Normandie. Et j'appelle Lydie Sartouroumiac du groupe Enedis. Bonjour Lydie Sartouroumiac, on a le plaisir d'être, vous étiez déjà avec nous l'année dernière. On est très heureux que Enedis soit notre partenaire de ce palmarès France urbaine. Je sais que Christian Buchel aurait souhaité également être avec nous aujourd'hui. Peut-être quelques mots et j'avais envie de vous dire qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des Français sur à ce que les entreprises s'engagent encore plus. Est-ce qu'il y a une initiative cette année, en 2022, dont Enedis est fier? Alors merci pour l'invitation. Oui, moi je suis fière qu'Enedis se mobilise très fortement pour le climat. Et en 2022, nous sommes de plus en plus le service public de la transition énergétique. Et nous accélérons très fort dans cette transition. Un chiffre historique, cette année, nous allons raccorder 100 000 installations ENR, renouvelables, sur le réseau. Et c'est un record que nous avons battu par rapport à 2021, qui était déjà une très belle année. Nous mettons aussi à disposition des solutions qui sont très attendues par les collectivités locales, par les acteurs. Pour en citer une, le portail collectivités locales qui met à disposition des services de données pour diagnostiquer, optimiser, agir, mesurer. Donc voilà autant de solutions. Et puis j'ai vraiment l'honneur de remettre, Monsieur le Président, ce prix à la métropole Rouen-Normandie pour la création cette année du Conseil de défense énergétique. Et du coup, après le renouvellement de la confiance que vous nous accordez, nous, Enedis, en tant que service public de la transition énergétique, nous sommes vraiment très heureux de vous accompagner dans cette transition écologique et sociale que vous menez avec force et conviction dans votre territoire. Merci Mme Sartouroumiac. Monsieur le Président de la Métropole, alors justement, on a envie d'en savoir plus sur ce Conseil de défense énergétique que vous avez constitué au sein de la Métropole cette année. L'idée n'est pas très originale, en réalité elle est très simple, mais je pense qu'elle est utile. C'est simplement de rassembler les forces, les énergies, si j'ose dire, pour être à l'échelle et cohérent, efficace. À l'échelle, parce qu'on doit prendre des mesures, notamment de sobriété, ensemble, à la hauteur des enjeux, et on sait que les enjeux sont majeurs. En plus, ce n'est pas juste des questions d'urgence, il y a aussi des enjeux structurels. On le voit par exemple avec les discussions qu'on a avec Enedis ou avec d'autres acteurs, ce n'est pas pour juste passer l'hiver, c'est pour des années et des dizaines d'années. Et puis cohérent et efficace, parce que si on prend des mesures disparates les uns des autres, on se fait taper sur les doigts à juste titre. Je vous donne un exemple concret. Si les pouvoirs publics décident d'éteindre la lumière de telle heure à telle heure pour tel éclairage de telle rue ou de tel bâtiment, mais que de l'autre côté, les commerces restent allumés, ou telle entreprise industrielle reste allumée, ou telle commune reste allumée alors que celle d'à côté est éteinte,
évidemment que ce n'est pas cohérent et que c'est incompréhensible pour nos concitoyens. Donc l'idée, c'est de rassembler ces énergies, de faire émulation. Et quand je dis les énergies, c'est vraiment tous les acteurs, c'est-à-dire les acteurs publics, de l'État jusqu'aux communes, tout le monde, parlementaires, régions, départements, toute sensibilité politique, c'est très important, à l'échelle du bassin de vie, la métropole rouennaise, et acteurs privés, donc les énergéticiens, les distributeurs, mais aussi les bailleurs sociaux, par exemple, parce qu'on a des sujets dans les cages d'escalier, aux abords, dans les parkings, etc. Vraiment tous les acteurs, et aussi, bien sûr, les associations qui représentent les usagers, les citoyens. Et ce conseil de défense énergétique, vous l'avez réuni à quel rythme sur un certain nombre de décisions que vous avez retenues aussi dans la concertation avec l'ensemble des acteurs? Oui, alors on est plastique ou pragmatique, ça dépend un peu des situations. On a commencé dès septembre. Et en fait, c'est le conseil qui permet aussi de valider de façon informelle des prises de décision. Je donne un exemple. Il y a 71 communes dans la métropole Rhône-Normandie. Les décisions sur les horaires d'extinction de l'éclairage, etc., plutôt que de les prendre séparément, il vaut quand même mieux les faire de manière concertée. Donc ça veut dire un questionnaire, et toi tu vas faire comment, à quelle heure et pourquoi, etc. Et tout ça, ça peut être fait grâce au Conseil de défense énergétique. Autre exemple, des présentations pédagogiques, tout simplement, du dispositif EcoWatt, ou de ce que fait Enedis sur l'enfouissement des réseaux. Vous voyez, tous ces sujets-là, c'est quand même mieux de le faire ensemble que séparément. Nicolas Mayer-Rossignol, peut-être une dernière question. On sait que les collectivités locales ont subi de plein fouet ce coût de l'énergie, notamment pour certaines sur cette année 2022. D'autres seront répercutées en 2023. À l'échelle de la métropole de Rouen, quel est le coût supplémentaire aujourd'hui? Je vous donne les chiffres, ils sont publics. Sur la ville de Rouen, le budget de la ville de Rouen, c'est 200 millions d'euros en total, dont 160 de fonctionnement. On a une épargne, donc la différence entre nos dépenses et nos recettes de fonctionnement qui est de l'ordre, ça dépend des années, de quelques millions ou quelques dizaines de millions d'euros. Là, le coût de l'énergie, il est passé de 3-4 millions à 10 millions. Voilà, donc c'est du fois 3 pour la ville. À l'échelle de France urbaine, les études suggèrent que pour les grandes villes et métropoles, le facteur de multiplication est entre x2 et x5. Pour la ville de Rouen, donc c'est autour de x3. Pour la métropole rouennaise, on a pris 20 millions sur un budget qui est au total de 1 milliard. Voilà. Donc c'est majeur. Et puis après, vous avez toutes les communes. En gros, ça vous mange une grosse partie de votre épargne. Et donc là, il y a un cercle vicieux dangereux parce que si ça vous bouffe votre épargne, l'épargne, elle sert à quoi? Elle sert à autofinancer vos investissements. Et donc derrière, vous faites quoi? Soit vous réduisez vos investissements, mais vous êtes dans un cercle vicieux parce que du coup, alors qu'on aurait besoin de plus investir pour, par exemple, faire des économies d'énergie, vous investissez moins, ce qui est vraiment pas ce qu'il faut faire, c'est contracyclique. Ou alors, vous faites quoi? Vous baissez les services, ou alors vous augmentez les impôts. Mais vous vous débrouillez pour restaurer votre épargne. Baisser les services, ça veut dire fermer les piscines, ça veut dire diminuer les horaires de tel ou tel service public, ou alors augmenter les impôts, ou les tarifs, etc. Et c'est tout le problème actuel, quoi. Donc c'est vraiment un sujet majeur, mais je voudrais insister sur le fait que c'est pas juste un sujet de on va passer l'hiver et après ça ira mieux. En réalité, on change de monde. En réalité, on change de monde et il faut bien avoir le courage de le dire quand on est responsable public. Donc ce conseil de défense énergétique aura certainement une longue vie, il sera présent en 2023. Merci Nicolas Mayer-Rossignol, merci Lydie Sartourmiac, sous vos applaudissements pour cette catégorie énergie et cette initiative de conseil de défense énergétique. Nous passons à la catégorie prix numérique et j'appelle Catherine Serre, associée du groupe Deloitte. Et pour le lauréat, il s'agit de l'agglomération de Paris-Saclay, Grégoire de Lastérie. Rebonjour, on a déjà échangé ensemble, Catherine. Peut-être quelques mots justement sur l'engagement de Deloitte dans une journée comme celle-ci. Ça a beaucoup de sens, vous l'avez exprimé tout à l'heure, et notamment vous avez la responsabilité de tout ce qui est sustainability. Oui. C'est comme une évidence quand j'ai entendu et suivi avec beaucoup d'attention les débats, et c'est comme une évidence aussi de remettre ce prix du numérique, parce que nous avons, et j'ai la conviction véritablement qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de développement durable sans parler de numérique. Ce prix du numérique, il démontre à nouveau que c'est possible, qu'on peut associer sobriété et opportunité. On a beaucoup parlé de contraintes, mais c'est difficile de mobiliser et nos citoyens et les acteurs économiques et institutionnels sur un monde de demain qui n'est pas très enviable. Donc ça démontre qu'on a des solutions et surtout, ça démontre qu'il faut avancer ensemble. Et on est vraiment très fiers d'être partenaires cette année de cet événement parce que c'est vraiment réconcilier à nouveau les concitoyens, les acteurs économiques, publics,
politique autour d'enjeux qui sont essentiels. Alors justement, vous allez récompenser un maire courageux et un maire innovant. Grégoire de la Série, vous êtes le maire de Palaiseau, vous êtes président de la communauté d'agglomération justement de Paris-Saclay et conseiller régional d'Île-de-France. Sur ce dossier qui a beaucoup plu aussi aux membres du jury, sur le jumeau numérique au service de la transition énergétique que vous avez développé. Félicitations. Je vous le remets avec beaucoup de fierté. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux membres du jury pour ce très beau prix. Ce prix qui, d'une part, je crois, permet de primer un territoire qui est leader en France en matière d'innovation. Paris-Saclay, c'est 20% de la recherche publique et privée française qui est sur le territoire de Paris-Saclay. C'est la première université française et même de l'Union européenne au sein du classement de Shanghai. C'est l'Institut Polytechnique de Paris. Bref, c'est un territoire sur lequel il y a énormément d'innovation. Et ce prix, il récompense un projet en matière de transition numérique qui démontre que déjà d'une part l'agglomération était engagée depuis longtemps dans cette transition. On a été un des premiers territoires à adopter notre plan climat, air, énergie territorialisé. L'action du jumeau numérique a été une des actions de ce plan-là et on voit qu'elle le prend. Je dirais un mot dans un instant sur ce qu'est un jumeau numérique parce que je vois quelques regards interrogatifs dans la salle et effectivement ça vaut peut-être le coup de bien voir le sujet, mais surtout ce projet il est aussi également à l'image de ce qu'on fait sur le territoire. C'est que ce projet il est porté par l'agglomération, donc par un territoire. Il est fait en lien avec un institut de recherche qui s'appelle l'IRT Systemix, qui est de la recherche publique, et en lien avec une entreprise, Cosmotech, qui est une entreprise privée. Et on voit bien que c'est l'hybridation de la recherche publique, de l'entreprise privée et du territoire qui permet à l'innovation d'arriver. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire à Paris-Saclay. Et donc, quelque part, ce prix est un très beau symbole de cette synthèse. Alors, un jumeau numérique simulable, qu'est-ce que c'est en matière d'énergie? Ça ressemble en fait à un grand SimCity. Tout le territoire de l'agglomération est émulé par ordinateur. Et maintenant, à chaque fois qu'un nouveau quartier, un nouveau bâtiment va sortir de terre, on peut très facilement simuler les conséquences énergétiques de le relier à un réseau de chaleur, de mettre du photovoltaïque, de décider de tel ou tel choix en matière de consommation ou de production d'énergie par rapport soit, encore une fois, à un quartier ou à un bâtiment. On pouvait le faire avant. Mais avant, on passait par des cabinets experts, on faisait un scénario, ça prenait quelques semaines à avoir la réponse du scénario. Aujourd'hui, maintenant, c'est une interface numérique, vraiment c'est un SimCity, et en quelques clics, on peut simuler de nombreux scénarios. Donc ça fait un gain de temps pour le décideur politique énorme, et surtout une précision dans les décisions finales qui sont dans l'intérêt des territoires et de la transition. Félicitations à l'agglomération de Paris-Saclay sous vos applaudissements. Merci Catherine Serre, merci au groupe de Loats. Nous allons passer à la catégorie suivante. Vous le savez, dans les politiques publiques menées par les maires, le sujet de maintenant de l'économie circulaire est central. Et pour cela, j'appelle le directeur général d'ICAD, Olivier Vignol, et la métropole lauréate, c'est la métropole de Strasbourg, avec Anne-Marie Jean, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà pour les micros. Olivier, on a eu l'occasion tout à l'heure de vous écouter. Vous participiez au débat justement avec Nicolas Maher-Rossignol. ICAD mène beaucoup d'initiatives dans les villes, dans les territoires en matière bien sûr de transition écologique, aussi d'inclusion, sujet très important. Mais si on devait retenir une initiative dont ICAD est plutôt fier et envie presque d'amplifier pour les années futures. Puisqu'on remet le prix à la métropole de Strasbourg sur l'économie circulaire, je vais citer une initiative d'ICAD en matière d'économie circulaire. C'est la plateforme de réemploi qu'on a créée Cycle Up, et donc a vocation à retraiter les déchets du bâtiment, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les déchets du bâtiment, c'est plus important que les déchets ménagers. Et puis pour ceux qui ne le savent pas non plus, la fameuse loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, elle n'a pas eu de chance, elle a été promulguée le 15 février 2020, 8 jours avant le début de la pandémie. Donc on l'a un peu oubliée. Donc la remettre à l'honneur par un prix et puis par des initiatives du type Cycle Up, ça nous semble tout à fait approprié. Alors justement, Olivier, Strasbourg a été choisi. Pourquoi? Justement, sur l'appel à manifestation d'intérêt pour la création de plateformes de réemploi et de recyclage de matériaux du BTP, ce que vous disiez, Olivier. Alors, d'abord, félicitations, Madame la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Peut-être quelques mots sur ce projet qui a été bien mené au sein de la métropole.
Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont choisi d'honorer la métropole de Strasbourg par ce prix. Vous le disiez, les déchets du bâtiment, c'est plus que les déchets des ménages. C'est même beaucoup, beaucoup plus. Sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, les déchets du bâtiment et des travaux publics, c'est 77% du total. Ça représente chaque année 2,2 millions de tonnes. Alors je me suis fait traduire parce que ça ne me parlait pas beaucoup. Donc traduction pour une Strasbourgeoise. 2,2 millions de tonnes, ce sont 15 cathédrales de Strasbourg. Et converti en volume, ça fait un peu plus de 7 fois le volume du stade de la Méno. Stade de 20 000 places pour ceux qui ne suivent pas activement l'actualité footballistique strasbourgeoise. Voilà, donc ça mérite qu'on s'en occupe. Ça mérite d'autant plus qu'on s'en occupe qu'aujourd'hui, le niveau de recyclage et de réemploi est vraiment pas optimal. Il y a pas mal de recyclage dans les travaux publics. Recyclage, ça consiste à tout concaténer et puis réutiliser pour faire des chaussées et autres. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est pas glorieux. En revanche, dans le bâtiment, on est à la moitié seulement de recyclage et le taux de réemploi est très bas. Or, il y a un vrai potentiel, on en est convaincu, mais pourtant, ce n'est pas très facile à faire. Voilà. Vous avez éprouvé le besoin chez ICAD de créer une plateforme pour pouvoir le traiter. En tant que maître d'ouvrage au niveau de la collectivité, on essaie de le susciter. Je prends l'exemple, j'étais ce matin au CIMI, où je présentais un de nos projets emblématiques du territoire, qui est NextMed, campus de technologie médicale. Là, on est maître d'ouvrage, donc on a donné des consignes très très fortes à l'opérateur de favoriser l'insertion, bien sûr, mais aussi de favoriser la réutilisation des matériaux. Et ils ont galéré. Alors, ils y sont arrivés. Ils ont recyclé 1000 mètres carrés de carrelage. Enfin, voilà, ils ont pu faire un certain nombre de choses. Mais ils ont eu du mal à sourcer des matériaux qui n'étaient pas présents sur place. Et ils ont eu beaucoup de mal aussi à valoriser des matériaux utilisables, mais qu'ils ne pouvaient pas réutiliser dans le cadre du chantier. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose. D'où cette AMI pour créer du coup des plateformes de recyclage, de réemploi. J'insiste beaucoup sur le réemploi. Je crois d'ailleurs que dans le terme, c'est réemploi avant recyclage, pour que ça puisse être ouvert à bien plus d'acteurs et devenir une pratique beaucoup plus aisée à mettre en œuvre pour tous ceux qui souhaitent s'y engager. Bien, félicitations à la métropole de Strasbourg sur vos applaudissements. Merci. Merci Olivier Vignol, le groupe ICAD, aux côtés des villes, des territoires. Merci à vous. On va passer à la catégorie suivante, un prix également très disputé, puisque vous l'aurez compris dès ce matin. Le débat, si vous étiez avec nous ce matin, entre Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, et Frédéric Mazella était passionnant quand on a parlé de mobilité. Et justement, on va remettre ce prix mobilité. C'est Frédéric Martin, directeur général adjoint chez GRDF, qui va remettre ce prix au maire qui a été retenu cette année, Patrick Vergriette, maire de Dunkerque. Merci, merci Frédéric Martin. GRDF nous accompagne aussi dans tous les territoires avec la tribune. Peut-être même question, je vois bien que tous les grands groupes développent des initiatives pour être à l'heure des enjeux climatiques. Est-ce qu'il y a une initiative, Frédéric, dont vous êtes plutôt fier en 2022, vous avez envie de partager avec nous ce matin ? Moi, j'en vois deux. La première, c'est d'avoir co-construit et finalisé cette co-construction avec France Urbaine sur les relations qui lient les territoires avec le concessionnaire gaz et qui fixe clairement les objectifs de 2050, c'est-à-dire substitution totale du gaz fossile par du gaz vert produit dans les territoires. Et puis, en même temps, travailler sur la sobriété dont on a beaucoup parlé ce matin. J'en profite pour saluer M. Massion qui a piloté cette co-construction pour France Urbaine. Voilà, et puis ensuite, la deuxième chose que je pense qu'il faut saluer, c'est qu'aujourd'hui, on voit la puissance de l'action menée dans les territoires, enfin sur le domaine qui est le mien. On a fêté il y a 15 jours la 500e site de production en gaz vert. C'est à peu près l'équivalent d'un réacteur nucléaire tous les 2 ans. On raccorde 2 sites par semaine. Et je pense qu'il faut traduire dans les faits. On voit bien que c'est sur les territoires que se fait cette transformation, cette mise en place de cette transition, et je pense qu'il faut effectivement libérer un peu les énergies. On parlait du financement, mais je pense qu'il faut être optimiste et il faut mettre tout le monde autour de la table. Voilà. Merci Frédéric. Alors le projet qui a été retenu, c'est sur le sujet de la gratuité des bus. C'est un sujet qui revient souvent de l'actualité, mais aujourd'hui en tout cas, il participe bien entendu à l'accélération de la décarbonation. On aurait pu vous récompenser pour pas mal de choses. La tribune la semaine dernière, on était en Hauts-de-France et on sait que vous êtes en train de mener, notamment avec la Banque des Territoires, un grand projet de reconversion industrielle. Donc Dunkerque, peut-être
dire quelques mots, parce que ce sujet de la gratuité des transports est un sujet qui fait souvent un petit peu polémique entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Vous avez choisi votre camp. Oui, on a choisi notre camp. C'est vrai qu'on a choisi à Dunkerque d'être un peu le laboratoire de la décarbonation. Vous l'avez évoqué sur l'industrie, mais on ne voulait pas que ce soit que les acteurs industriels qui participent de cette décarbonation de la société. Et donc, on a voulu engager les citoyens. On a pour ce faire, on s'est appuyé sur différents leviers, évidemment l'éducation populaire, mais aussi cette idée que c'est par le pouvoir d'achat qu'on pouvait faire changer des pratiques et accélérer en tout cas la modification des pratiques. On a inventé le programme Éco-Gagnant, et le programme Éco-Gagnant, sa mesure phare, la mesure qui a été la plus commentée au niveau national, c'est la gratuité des transports publics. Et effectivement, ça a marché parce que le succès est juste un record mondial, plus 108% de fréquentation en semaine en 4 ans. Aucune agglomération dans le monde n'avait vu cette progression. On est même très loin d'ailleurs. Plus 200 à 300% le week-end. Et puis sur les critiques, c'est un peu compliqué. Ils ont du mal maintenant après Dunkerque parce que c'est 50% de report modal depuis la voiture. Donc effectivement, la moitié des déplacements en bus, des nouveaux déplacements en bus venaient de la voiture. Et dans le reste, un tiers des déplacements ne se faisaient pas, ce qui a permis notamment à des gamins, à des familles qui étaient plutôt exclus de la mobilité pour des questions financières, de pouvoir s'approprier complètement l'espace. Donc c'est vrai qu'après l'exemple de Dunkerque, la polémique elle a refait jour, parce que ce qui était considéré comme une évidence, qu'il fallait payer le transport, on a considéré que c'était peut-être un bien essentiel, et que la gratuité de la mobilité et le droit à la ville pour tous, ça a peut-être du sens. En plus, c'est un concept qui a été inventé en France. Bravo, monsieur le maire de Dunkerque, sous vos applaudissements. Merci Frédéric Martin. Merci à tous les deux. Et nous allons passer à la catégorie suivante. Il s'agit du Grand Prix de l'initiative Ville Moyenne. Et j'appelle Sébastien Daziano. Sébastien. Et donc, nous allons remettre ce prix à la ville de La Roche-sur-Yon, Madame Anne Aubin-Sicard. Sous vos applaudissements. Tout à l'heure, Monsieur Daziano, vous rebondissiez justement sur ces résultats du sondage. On le voyait bien qu'il met un petit peu en responsabilité entreprises, collectivités locales, État. Je sais que chez Veolia, clairement, on accélère. Et puis, quand on a la responsabilité de la stratégie de l'innovation, je dirais, vous êtes en première ligne pour trouver des solutions. Mais si vous deviez retenir une initiative, vous qui vous a plu personnellement en 2022, que vous avez peut-être envie d'amplifier, que vous avez peut-être développé en France ou dans le monde, puisqu'aujourd'hui, Veolia est un petit peu le champion mondial de la transformation écologique. Merci. Donc, ce que j'aimerais... le point sur lequel j'aimerais insister, c'est la capacité de production des énergies vertes, donc des énergies locales décarbonées, à partir de l'eau et des déchets. Je pense que c'est vraiment un secteur dans lequel on peut et on doit accélérer, qui fait d'ailleurs écho à ce qui se passe actuellement en Europe et aux questions de crise énergétique. Donc il y a un momentum, on peut accélérer. Et là, il y a clairement des partenariats gagnants entre les collectivités locales et Veolia. Et notamment, je peux prendre l'exemple de Toulon, où on produit maintenant de l'hydrogène à partir des stations d'eau usée. Voilà. Il y a à Toulon aussi un beau territoire. Et là, on est dans le territoire de La Roche-sur-Yon. Madame la vice-présidente, vous êtes d'abord en charge du développement écologique et de l'assainissement des déchets de la Roche-sur-Yon. Vous avez été choisi par le jury pour un projet qui est la première ligne de bus à hydrogène vert, capitale française de la biodiversité. Félicitations et peut-être quelques mots sur le choix du jury. Bien, effectivement, je veux remercier évidemment le jury et puis la mairie de Paris de nous accueillir aujourd'hui. Vous dire que nous sommes engagés depuis assez longtemps sur le sujet de la mobilité décarbonée. C'est le 3e prix en matière de mobilité décarbonée que l'on reçoit aujourd'hui. Et puis en 2021, la ville de La Roche-sur-Yon a été désignée capitale française de la biodiversité. Donc un vrai engagement en faveur à la fois de la transition écologique et énergétique. Fin 2021, l'agglomération s'est effectivement équipée d'un bus à hydrogène vert. Qu'est-ce qu'un bus à hydrogène vert? Il a été question effectivement ce matin pas mal d'hydrogène. C'est un bus d'apparence assez classique et qui a la particularité en réalité de n'émettre
que très peu, je dirais, de bruit. C'est un bus très silencieux, c'est un bus à 0 émission, il ne rejette que de la vapeur d'eau. C'est un bus qui circule sur 18 lignes du territoire et c'est un bus qui est en réalité équipé en toiture d'un stockage de bouteilles d'hydrogène et d'une pile à combustible. Alors cet hydrogène vert, d'où vient-il? Il est produit sur les côtes du département de la Vendée, à Bouin très exactement, à partir d'une unité pilotée par Life, qui est une start-up industrielle qui travaille sur la question. Et donc avec l'eau de mer, on allie en fait de l'énergie renouvelable produite par un parc éolien qui est détenu à 100% par les collectivités vendéennes via un syndicat départemental d'énergie. Alors cet hydrogène vert, il faut bien sûr l'acheminer jusqu'au chef-lieu de la Vendée, La Roche-sur-Yon. Et donc nous sommes équipés depuis fin 2021 d'une station multi-énergie sur un ancien site qui était auparavant détenu par Michelin. On y trouve de l'électricité verte produite par les parcs photovoltaïques. On y trouve du bio-GNV produite par les méthaniseurs vendéens. Et puis on y trouve désormais de l'hydrogène vert. C'est la première station multi-énergie ouverte à la fois au secteur public et privé. Et donc il y a tout un maillage du territoire départemental qui est en cours pour équiper d'autres villes de ces stations verteuses multi-énergie. Alors évidemment, La Roche-sur-Yon ne travaille pas seule. Il y a tout un écosystème autour de cet hydrogène vert. Je vous ai parlé de Life, mais pas seulement. Il y a le département de la Vendée, la région. Il y a également notre délégataire de transport public, la RATP. Et puis, il y a le CNAM qui est engagé, qui vient de créer à La Roche-sur-Yon une chaire autour de l'hydrogène avec énormément de recherche autour du sujet, puisque nous sommes au début de quelque chose. Écoutez, Madame la Vice-Présidente, ça nous a tous donné envie de venir à La Roche-sur-Yon pour voir justement cette nouvelle ligne hydrogène. Merci à vous, sous vos applaudissements. Merci à La Roche-sur-Yon. Et merci aux belles images que nous avions justement sur cette première ligne de bus à hydrogène à La Roche-sur-Yon. Allez, on arrive presque au terme de ce palmarès. On va déjeuner un peu à l'heure espagnole, mais pour Carlos Moreno, ça ne pose pas de problème. Alors, nous arrivons au Grand Prix de l'initiative du Grand Paris. Et pour cela, j'appelle le vice-président de la métropole du Grand Paris, Geoffroy Boulard. Et cette année, le lauréat, c'est le maire de Meudon, Denis Larguero. Sous vos applaudissements, le prix du Grand Paris. Merci Geoffroy Boulard, merci d'être avec nous, de remettre ce prix du Grand Paris qui est très disputé, là encore, avec la chaire ETI La Sorbonne. Il y avait beaucoup de dossiers, il a fallu étudier ça aussi avec la rédaction de la Tribune. Mais il y a aujourd'hui un territoire qui s'est distingué. Félicitations, monsieur le maire. Quelques mots, Geoffroy Boulard, peut-être. Je sais qu'à la métropole du Grand Paris, avec Patrick Ollier, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, la ZFE, d'autres sujets sur l'économie circulaire. Mais si vous deviez retenir une initiative qui vous a plutôt plu, justement, sur une initiative engagée face au réchauffement climatique. Merci. L'initiative dont on est très fier, elle date d'il y a quelques semaines. C'est la création d'une société d'économie mixte, Axesen, qui va travailler sur les énergies renouvelables, la production, la livraison, le développement sur une aire, je dirais, plus que métropolitaine, puisqu'elle va s'étendre de Paris au Havre, avec la métropole de Rouen-Normandie, avec la communauté urbaine du Havre, mais aussi avec la métropole du Grand Paris et la ville de Paris. C'est une société d'économie qui va promouvoir donc des projets très concrets. L'objectif, c'est 45 projets. Je vous rappelle qu'il y a un objectif qu'on s'est assigné avec Patrick Ollier et avec l'ensemble des élus métropolitains, c'est atteindre 60% de consommation d'énergie renouvelable sur le territoire métropolitain. On en est à 20% si on regarde les chiffres de 2020 et on avait un petit retard par rapport à l'échelle, par rapport au pays. Donc c'est important d'avoir cette ambition et on met donc les moyens avec d'autres collectivités. Ça, c'est aussi l'enjeu de la métropole, c'est de pouvoir démultiplier et mutualiser un certain nombre d'outils. Alors, ce prix est remis au maire de Meudon, justement sur un programme de géothermie, assez ambitieux, puisque justement, il a retenu l'attention. Je crois que vous avez mis à la fois les moyens, de la créativité, et à la fois en associant quand même pas mal les habitants. Oui, en effet, c'est un projet de géothermie qui vise un périmètre très large, puisqu'on parle de 7500 logements, on parle de 15 000 personnes. On parle aussi d'un objectif qui doit nous permettre de créer et d'aller vers une communauté énergétique, c'est-à-dire que nous visons l'autoconsommation au travers de ce projet.
c'est un projet qui doit nous permettre de développer aussi en parallèle le photovoltaïque, de développer l'éolien aussi sur un certain nombre de bâtiments et donc d'arriver avec nos partenaires à cette autoconsommation qui est véritablement une des réponses au réchauffement climatique. Je veux citer bien sûr à cette occasion notre partenaire principal, hein, c'est Engie Solutions, avec qui nous développons ce projet. C'est 37 millions d'euros d'investissement. Et comme vous le savez, c'est la possibilité, même l'obligation d'ailleurs pour les collectivités locales, d'être partie prenante de ces projets en étant au capital et donc au conseil d'administration de notre SAS LTE, donc en l'occurrence Géomedon en ce qui concerne Meudon. Et c'est aussi, vous l'avez dit, l'occasion de beaucoup de réunions publiques, de pédagogie en direction des habitants. Je peux vous dire que j'en ai fait un certain nombre, voire un nombre certain, en direction aussi des copropriétés, des grandes copropriétés qui sont un des enjeux de nos métropoles, qui n'est pas le plus facile, puisque vous le savez, ce sont des copropriétés qui peuvent être en difficulté économique, au-delà même des copropriétaires eux-mêmes. Et puis ce sont des objets qui sont lourds à déplacer, à convaincre. Et c'est, je crois, vraiment un très grand travail de pédagogie auquel nous sommes astreints et je crois aussi peut-être qui est reconnu dans ce prix. Et je remercie infiniment le jury de nous avoir sélectionnés. Je veux aussi au passage, bien sûr, avoir un mot pour la métropole du Grand Paris, puisque je le disais, ce projet s'inscrit dans un projet de communauté énergétique, mais qui s'appuie sur un schéma directeur de l'énergie qui a été accompagné financièrement par la métropole du Grand Paris. Et beaucoup de mes collègues l'ont dit avant moi, ces sujets sont d'abord des sujets partenariaux. On ne fait pas ça seul, on le fait avec des partenaires qui sont engagés et que nous remercions vraiment de leur engagement à nos côtés. Vous savez, à la tribune, on aime bien le Grand Paris. Notre journaliste du Grand Paris, César Armand, avait bien vu votre projet, votre initiative. Merci à vous, merci Jean-François Boulard, merci pour ce prix. Bravo encore au maire de Meudon. Merci. Nous arrivons au terme de ce palmarès de France Urbaine. C'est le Grand Prix des Grands Prix, voilà, celui qui est le plus disputé. Et pour cela, je vais appeler nos deux remettants, le professeur Carlos Moreno et Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Voilà, tous les deux. Et le Grand Prix des Grands Prix, c'est le Grand Prix de l'initiative de l'année. Et la métropole qui a été retenue cette année, c'est la métropole de Dijon. Et j'appelle Jean-Patrick Masson, vice-président de Dijon Métropole, en charge de la transition écologique. Transition brutale. Carlos, peut-être quelques mots justement. C'est vrai que Dijon aujourd'hui, d'abord je crois que le jury avait envie peut-être de mettre un focus sur une métropole dynamique en termes de politique énergétique. Compte tenu du contexte, je pense que les villes, les métropoles les plus audacieuses en termes de choix, d'investissement, de projets d'autoconsommation énergétique, c'est un enjeu majeur et c'est aussi pour cela que vous avez souhaité récompenser la métropole de Dijon. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je disais qu'on est face à des crises qui se succèdent, donc climatiques, de santé et énergétiques. Et je disais qu'il fallait aussi œuvrer pour un changement dans la mentalité des citoyens. Et Dijon est une métropole tout à fait exemplaire. On a beaucoup de projets qui se font à Dijon. Et ces projets d'autoconsommation énergétique vont dans les doubles sens d'une transition écologique, d'une maîtrise de la consommation d'énergie et de la participation citoyenne pour, au travers de l'autoconsommation, être acteur d'une transformation et être capable d'accélérer tout en ayant de l'acceptabilité sociale avec ces citoyens engagés. Donc c'est ça qui nous a vraiment fortement attirés et qui est à remarquer, c'est assez exemplaire et pour lequel nous souhaitons saluer avec ces Grands Prix aujourd'hui. Alain Di Crescenzo, merci de vous être associé justement à ce Grand Prix parce que quand on est le président de CCI France, c'est-à-dire de toutes les chambres de commerce, le travail au quotidien avec les maires, les collectivités locales, ça fait partie justement de votre vision et de votre méthodologie. C'est travailler tous ensemble avec les territoires. Et je crois que vous étiez il y a quelques jours à Dijon. Oui, j'étais même jour, la semaine dernière à Dijon, c'est pas croisé. J'y serai le 1er avril parce que il y a un clos, je crois pas de Vougeot, je devrais être intronisé, donc je serai très proche de chez vous. Dans les 6 priorités donc des chambres de commerce, il y a l'économie de proximité.
Et tout ce qu'on monte, tout ce qu'on fait comme initiative, on le monte au plus près des territoires, c'est-à-dire avec vous. On a de très grandes coopérations. Et sur la dynamique environnementale, sachez que donc, ça fait partie de 30% de nos opérations. Il y a 14 000 personnes dans les chambres de commerce qui travaillent. Et donc, on va dire 30% des opérations se font autour de tout ce qui est environnement. Et donc, beaucoup de fierté de participer à la fois à cette opération et bien sûr à faire changer notre pays, cher Carlos, comme on le faisait quand on avait 20 ans tous les deux. Voilà, on se connaît les filles. Voilà. Monsieur le vice-président de Dijon Métropole, peut-être quelques mots sur ce projet d'autoconsommation collective. Réponse à échelle. Alors, c'est effectivement un projet, d'abord c'est un projet européen, hein, on a répondu à un appel d'offres européen. On est joint avec une ville qui s'appelle Turku en Finlande. Donc vous savez, dans ce cadre-là, on est sur des partenariats larges européens. Et finalement, qu'est-ce que c'est le concept? Il est assez simple. C'est produire de l'énergie au plan local, distribuer cette énergie au plan local et en faire profiter les habitants, mais aussi les bâtiments. J'ai 3 écoles, par exemple, de la ville de Dijon. Et on constate quoi habituellement? C'est que quand on produit de l'énergie sur un territoire, on la renvoie sur le réseau, et puis c'est le réseau qui distribue, qui fait l'équilibre. Là, on a choisi de faire l'équilibre en fonction du local, en fonction de la consommation précise de chacun des habitants. Alors évidemment, on ne regarde pas leur mode de vie, hein, vous vous en doutez, mais on fait participer ces habitants. Et on a choisi en plus un quartier qui est un quartier dit politique de la ville, avec des gens qui ont des moyens très modestes, et donc pour lesquels les charges, évidemment, pèsent beaucoup. Et une des questions qu'on se posait, en réalité, c'est comment vont-ils participer? Va-t-on arriver à les amener à être acteurs, finalement, de leur consommation énergétique? Et je dois dire que j'étais optimiste, mais mon optimisme a été largement dépassé, parce que, en fait, les gens étaient très contents, très fiers, et c'était un objectif que j'avais assigné pour tout dire, très fiers de participer à quelque chose de collectif, quelque chose qui montre que eux-mêmes, qui souvent sont loin de la technologie parce que ce n'est pas leur préoccupation immédiate, loin des enjeux énergétiques, sauf quand ils payent leurs charges, et finalement qui pouvaient être acteurs de ça. Et ils se sont emparés de la chose. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que finalement, on travaille pour qui, nous, élus? On travaille pour les populations qui sont là. Dernière chose qui me paraît aussi importante, c'est que le choix qu'on a fait de ce quartier, c'est un quartier assez représentatif et je pense que c'est pour ça que l'Europe nous a retenus. On a été les seuls en 2020 hein, sur cet appel à projet, parce que c'est reproductible. C'est-à-dire que ce qu'on apprend, il y a à peu près une 60aine d'innovations, ce qu'on apprend à Dijon, eh bien, c'est reproductible. Et donc, un des enjeux pour nous et pour l'Europe, c'est de prendre cet enseignement, de dupliquer au plan local, mais de le dupliquer aussi au plan européen. Merci, monsieur le vice-président. Bravo, félicitations. Remise de ce prix. Vous le partagerez avec François Rebsamen hein, et toute l'équipe du Conseil de la métropole. Et je le partagerai aussi avec la population parce que je pense qu'ils sont très fiers de ça aussi. Écoutez, restez avec nous. Je vais demander à Arnaud Ngacha de nous retrouver puisque vous avez parlé d'Europe, vous avez parlé des relations de l'international. On a le plaisir de l'avoir. Merci Arnaud de se joindre à nous puisque tu es le maire adjoint aux affaires internationales et aux affaires européennes. Voilà, vous avez promis qu'on déjeunerait à l'heure espagnole. Je vais te laisser le mot de la fin puisque on va écouter, pour clôturer cette matinée, on se retrouve tout à l'heure à 14h30. On va écouter la vice-présidente d'Espagne et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, qui souhaitait adresser un message à la ville de Paris et à vous tous. Mais peut-être un petit mot, Arnaud Ngacha. Non, je vais laisser la vice-présidente d'Espagne, d'autant plus que je sais que c'est un pays qui tient particulièrement à cœur la maire de Paris, donc je vais lui laisser la parole et je parlerai après. 50% de personnes dans le monde habitent dans des villes. C'est un pourcentage qui monte jusqu'à 75% en Europe et même 80% en Espagne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les villes? On peut faire beaucoup de choses. On peut travailler sur le domaine de la mitigation, l'atténuation des gaz à effet de serre avec un rôle clé dans l'utilisation de l'énergie pour les bâtiments, pour la mobilité dans les villes, pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics et pour la facilitation d'un air propre qui nous donne une possibilité d'avoir une qualité de l'air beaucoup meilleure.
Pareil, si on parle de l'adaptation au changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire dans les villes? On a besoin de villes beaucoup plus vertes. On a besoin de renaturaliser les villes. On a besoin de s'amuser et d'avoir la possibilité d'avoir des villes qui utilisent l'eau, les vertes, les arbres, et pour lutter contre la température, mais aussi pour proposer aux citoyens, voisins, une ville beaucoup plus durable, une ville beaucoup plus agréable. Cela signifie un changement de notre conception des villages. Cela signifie une réurbanisation des villages. Les quartiers doivent être conçus et préparés d'une autre manière, beaucoup plus saine, beaucoup plus vivable. Ça veut dire qu'on doit introduire des limitations, des capacités, des pénalisation des centres urbains. C'est pour ça que le Conseil des villes de proximité a eu un succès si formidable. Vous les connaissez bien à Paris parce que la maire les soutient et a essayé de proposer aux citoyens, aux voisins parisiens, quelques solutions pour être sûr que n'importe où on habite, on a la possibilité de trouver ce dont on a besoin à une proximité d'un quart d'heure. C'est fantastique. C'est quelque chose qui doit compter sur la complicité des citoyens et des quartiers. C'est quelque chose qui nous permet d'être les protagonistes de notre vie en ville. Quelque chose de très proche, la conception de Salvador Rueda pour Barcelone, l'idée d'un super îlot qui nous permet de compter sur des quartiers là où il y a des zones vertes, des zones gagnées pour les voisins, est aussi très important et a eu un succès important aussi dans la ville. Les résultats et la transformation à l'intérieur de la super îlot. Ça nous permet de faire des transformations des villes où, dans l'intérieur des super îlots, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voitures, il y a des villes calmes et d'une capacité de vie pour les voisins beaucoup plus saine. Des projets de pacification des villes qui nous permettent de compter sur des espaces verts et des espaces de convivialité, des espaces culturels, sans bruit, sans voiture. Mais les défis ne peuvent pas être affrontés que pour les villes. On doit travailler ensemble avec les autres administrations, mais aussi avec les associations et les citoyens, avec les entrepreneurs, pour identifier où et comment on peut faire les choses. Des voies cyclables, de la transformation pour la mobilité beaucoup plus durable, avec des alternatives, mais aussi avec des capacités de changement des systèmes dans les centres des villes, ou la possibilité de définir des zones à faible émission qui nous permettent de respirer beaucoup plus propre. Nous, en Espagne, on a découvert qu'il y a un intérêt formidable et de différents maires dans de différentes villes, de différentes tailles, qui ont envie de faire beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme pour assurer qu'il y ait un accès à toute l'information, à tous les échanges qu'on puisse mettre en commun, et de la part des maires, de la part des associations, de la part académique ou de la part des administrations différentes. C'est quelque chose qui nous permet de faire un suivi de ce qui se passe dans chaque ville qui est engagée pour devenir durable en 2030. C'est quelque chose qui nous permet d'apprendre et à partager des expériences aussi là où ils n'ont pas fonctionné et comment ils peuvent fonctionner dans les temps à venir. C'est pour ça que je pense que la complicité entre les différents acteurs dans les villes est absolument clé si on veut réussir dans cette lutte contre les changements climatiques, mais aussi pour nous adapter à un climat qui va être beaucoup plus compliqué et qui doit trouver des réponses imaginatives, innovantes et très participatives pour assurer que tout le monde s'y met dans cette transformation qui va marquer notre avenir. Gouvernement espagnol, Teresa Ribera pour ce message. Arnaud Ngacha, justement, vous avez la responsabilité en tant que maire adjoint aux affaires européennes et aux relations à l'international. Peut-être vous revient le mot de conclusion puisque c'est Anne Hidalgo qui a ouvert la matinée ici. Je rajouterai la francophonie, c'est important. Non, mais la vice-présidente a dit l'essentiel, en tout cas, de ce que pourront être demain les thématiques, notamment au cours de cette COP27 que la maire a annoncé ce matin. Ce sera un grand rendez-vous international qui se tiendra après les Jeux Olympiques et donc qui aura pour vocation de réunir l'ensemble des maires et de tous les acteurs. Vous en êtes ici des beaux représentants de ceux qui luttent contre le réchauffement climatique pour adapter les villes
aux enjeux climatiques. Et donc, vous serez évidemment tous conviés. Et je suis très heureux de pouvoir commencer à travailler sur cette COP27. Et merci beaucoup et félicitations à tous les lauréats. Et surtout, j'arrête là parce que tout le monde a envie de déjeuner, je crois. Merci Arnaud Ngacha. On se retrouve ici à 14h30 avec de nombreux débats. On démarrera à 14h30 sur la problématique de la ressource de l'eau. Bon appétit.